Bonjour, je vais parler du dernier film du DCU, Wonder Woman 1984, avec toujours Patty Jenkins à la réalisation, Gal Gadot Wonder Woman et Chris Pine qui revient dans son rôle de Steve Trevor. Alors, le film est disponible sur HBO Max, qui n'est évidemment pas disponible en France, donc c'est quand même un peu pénible. Mais sinon, c'est pas tellement la peine de se tracasser parce que je vais rejoindre toutes les critiques que j'ai pu entendre, américaines notamment. Le film n'est vraiment pas terrible. Certains vont un peu loin en disant que j'ai vu par exemple c'est le pire film de DC. On a quand même eu Supergirl il y a très longtemps, les Superman 3 et 4 aussi. Enfin, c'est pas le pire film de DC. Même dans le DCU, honnêtement, pour moi, Suicide Squad était bien pire. Donc voilà, le film est vraiment pas terrible. C'est pas non plus une merde sans nom. Mais 2h30 en plus, il fait 2h30. Non, clairement, je conseillerais pas du tout de regarder ce film. Je conseillerais plutôt pour le personnage de Wonder Woman de lire des comics, tout bêtement. Dans les runs intéressants, il y a Greg Rucka, je crois que c'est dans les années 2000, avec notamment un combat entre Diana et Medusa, une des Gorgones, qui est géniale. George Perez, dans les années 80, dont j'ai fait un résumé que je vais mettre là en description et je vais mettre une note, un truc comme ça, que je conseille aussi de lire dans son entièreté, George Perez, et même dans les trucs beaucoup plus récents, alors j'ai pas lu Rebirth, mais le Wonder Woman de New 52, franchement, j'en garde un très bon souvenir, qui est vraiment, c'est un truc à part en plus, qui est quasiment pas connecté au reste de l'univers, donc ça se lit très bien. Il y a un truc très bizarre qu'ils ont fait sur les Amazones, mais sinon, ça se lit très bien. Et ce film, je vais évoquer d'abord à peu près tous les points, et en gros, et je ferai une partie un peu spoil rapide. Globalement, il y a plusieurs problèmes, notamment il y en a un qui a un léger problème, mais quand même, sur la franchise, c'est comme ça se passe dans les 80, il y a pas mal de soucis de connexion du coup avec les autres films. Et de continuité, notamment sur le personnage de Diana, sur des pouvoirs qu'elle obtient, qu'elle montre en tout cas dans ce film, qu'elle a jamais utilisé dans le futur, qui est un peu gênant, et sur le fait que dans ce film, même si elle essaie de cacher son existence, puisque dans le futur, personne ne sait qu'elle existe, il y a des événements sur toute la planète qui font que normalement les gens devraient être au courant qu'il y a des pouvoirs magiques sur Terre, quoi. Donc ça pose des soucis de cohérence par rapport à tout ça, et dans l'évolution du personnage, dans le film en lui-même, ça gêne pas, mais honnêtement, je trouve, si on remet dans la franchise en général, il y a des soucis quand même sur telle qu'on la retrouve au début, dans Batman v Superman. Je trouve pas que ça colle bien avec l'évolution du personnage depuis le premier film Wonder Woman en fait. Mais bon, sinon le film, ils ont essayé de faire un peu, je pense, des années 80. Alors, il y a le titre évidemment, mais j'ai l'impression qu'ils ont essayé un peu d'émuler les séries ou les films de super-héros des années 80. Parce que on retrouve des tropes un peu de ça. Alors, il y a un des gros clins d'œil à la série Wonder Woman des années 70, il me semble, avec Linda Carter, qui apparaît même en caméo dans ce film, où il y a littéralement un gros clin d'œil à la caméra. Bon, et j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire ça, et c'est pas terrible du coup. Les séquences où ils appuient là-dessus, c'est pas terrible ce côté 80s. Et il y a plein d'éléments dans ce film qui auraient pu être cutés. Déjà, je vais parler des méchants. Quelle est l'intrigue du film? Il y a une pierre magique qui permet d'exaucer des vœux, c'est Dragon Ball. Un seul vœu par personne apparemment. Le grand méchant Maxwell Lord monte une arnaque, sauf que l'arnaque va lui péter la gueule parce que c'est une pyramide de Ponzi. Et il a besoin de la pierre pour se refaire, pour faire simple. La pierre va tomber dans les mains du musée, du Smithsonian, où travaille Diana et une nouvelle employée qui est Barbara Ann Minerva, qui va devenir donc Cheetah, qui elle est timide, introvertie, invisible aux yeux de tout le monde, extrêmement maladroite. Ce qui nous est montré dans une scène très lourdingue où elle arrive, l'attaché-caisse s'ouvre, les feuilles s'étalent partout par terre, elle a du mal en plus à marcher en talons, les types passent à côté, personne l'aide, personne la regarde limite. Même celle qui l'a engagée ne se souvient ni de son visage ni de son nom, elle l'a engagée il y a une semaine. Donc c'est vraiment pour nous montrer, vous voyez, c'est la nerd maladroite, invisible. C'est Clark Kent, j'ai envie de dire. C'est un peu Clark Kent puissance 10. Ultra gaffeuse et tout. Que dans cette scène d'ailleurs. Ouais, quasiment que dans cette scène en plus. Donc c'est vraiment la scène lourdingue pour bien te montrer le personnage. Et qui du coup, elle rêverait d'être comme Diana qu'elle rencontre du coup
classe, cool, etc., sûre d'elle-même, un peu adulée par tout le monde, enfin adulée par tout le monde, en tout cas reconnue par les autres. C'est-à-dire, elle, on n'oublie pas, et on lui parle, elle n'est pas invisible. Et ça va créer une espèce d'amitié, rivalité entre les deux qui marche pas du tout. Parce qu'en fait, il y a une seule séquence où vraiment elles se parlent et elles sont amies. Et en fait, on cut. Diana l'invite plus ou moins à un dîner par pitié, presque. Et on cut et on voit la fin du dîner ou du verre qu'elles ont pris ensemble. Et elles s'entendent super bien. Sauf qu'en fait, on ne sait pas tellement pourquoi. On ne sait pas vraiment d'où ça sort. Et ça revient quasiment jamais. Elles ont encore des petites interactions dans le film, mais très peu et très superficielles. Du coup, le fait d'essayer de travailler leur rivalité, ça marche pas vraiment en fait. Et Cheetah, enfin Barbara, du coup, qui devient un Cheetah beaucoup plus tard, ne sert à rien dans ce film, mais vraiment. La seule raison pour laquelle ils l'ont mise dans le film, je pense qu'il y a deux raisons. C'est avoir un personnage féminin supplémentaire et avoir un combat physique avec Diana. Parce que sinon, il n'y a pas d'affrontement physique. Enfin, elle affronte des humains sinon. Il n'y a pas d'affrontement physique contre quelque chose qui pourrait la menacer. Donc voilà, c'est pour faire à la fin, pour mettre un gros combat, hop, on a foutu Cheetah. Et je spoil pas le film, hein, mais voilà, l'affrontement final est moche. Parce qu'un Cheetah est pas terrible. Et deux, ça se passe dans le noir. Parce que Cheetah est pas terrible. Je pense qu'ils ont voulu cacher cet effet-là. Et puis il y a des effets de caméra aussi, un peu à l'intérieur du combat, un peu moche. Bref, de toute façon, la fin du film, franchement, 2h30, au bout de 2 heures, j'en avais vraiment marre. Et la dernière demi-heure, le combat final et tout, ouais, c'était chiant et j'étais vraiment plus du tout dans le film, hein. Au fur et à mesure, mon attention et mon implication dans le film, c'est vraiment diminué au fur et à mesure. Donc voilà pour Cheetah. Et Cheetah, il y a aussi un changement de motivation à un moment du personnage, que j'irai en spoil, que je comprends pas vraiment. Maxwell Lord, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'est pas si mal fait que ça pour le coup. Cheetah, vraiment, elle est Osef. Cheetah aussi, il y a un truc de revanche, je parlerai peut-être en spoil. Et Maxwell Lord, voilà, il veut se faire de l'argent, il veut du pouvoir. Il a une relation avec son fils qui est assez bien faite, honnêtement, pour le coup. Il y a plusieurs séquences avec son fils que j'ai trouvé pas mal, mais ça va pas très loin non plus. Et sinon, c'est juste le personnage qui veut plus d'argent, plus de pouvoir et tout. Certes, pour son fils, donc il y a quand même un truc émotionnel avec le personnage. Mais bon, ça va pas très loin non plus. Et il y a un fonctionnement des pouvoirs de la pierre qui est complètement con pas qu'à la fin du film d'ailleurs, mais il y a des pouvoirs de la pierre qui sont complètement cons dans le film. Il y a plein de trucs qui sont complètement cons dans le film. Donc voilà, c'était les méchants qui sont assez faiblards, l'intrigue qui repose sur la pierre qui est pas terrible, et une grosse partie du film repose sur Steve Trevor, parce que Diana, elle, fait le vœu de revoir Steve Trevor, qui du coup est ramené d'une certaine manière par la pierre. Je parlerai en spoil de comment précisément il est ramené. Façon très bizarre quand on voit les pouvoirs de la pierre. La pierre peut quasiment tout faire, et la façon dont elle ramène Steve est quand même assez bizarre. Et le problème, c'est que le film ne te permet pas d'oublier comment il a été ramené. Mais sinon, voilà, à part ce détail, qui n'est pas un détail quand même, qui est assez dérangeant, la relation Steve Trevor, bah, ça va très bien, mais bon, c'est pas forcément ce que je voulais, quoi. Surtout, ça fait 70 ans que Steve est mort. Donc, quand j'essaie de réfléchir un peu dans le film, je me dis, c'est un peu bizarre qu'elle en soit encore là, Diana. Après, elle est immortelle, donc 70 ans, peut-être que, voilà, bon. C'était le truc qui était peut-être le moins mauvais dans le film, bon, pourquoi pas. Ça me dérange pas trop, mais la façon dont ils ont ramené Steve, ça gâche complètement, en fait, tout ça. Et surtout, ça gâche aussi le message du film, qui est déjà pas terrible, et surtout qui est très mal, comment dire, très mal présenté. Parce qu'il y a une première scène au tout début du film avec Diana gamine qui triche à un jeu un peu genre les Jeux Olympiques, hein, des Amazones, plus ou moins. Et elle triche à ça. Et du coup, il y a Antiope qui l'arrête à la fin, qui l'empêche de gagner en disant voilà, t'as triché. Et un grand héros ne se crée pas sur un mensonge. Bon, dans un film de super-héros qui repose sur le fait de cacher ton identité secrète, c'est un peu gênant comme discours, mais bref. Donc on se dit, bah, le film va reposer sur le mensonge, la vérité et tout. En plus, une pierre qui réalise des vœux, on peut se dire il y a une idée de mensonge sur le vœu. Peut-être qu'il y aura un twist là-dessus et tout. Alors il y a un twist hein, sur les pouvoirs de la pierre, j'en parlerai plus tard, mais il y a un twist sur les pouvoirs de la pierre. Et en fait, le message là, ce message de vérité, mensonge et tout,
il y a une séquence, à un moment, une ligne, où Diana explique que son lasso, il marche sur la vérité. Bon, et ensuite, à la toute fin, ce message de vérité, il revient. Et en fait, il fait pas vraiment écho à ce qui s'est passé dans le film. Et même si je regarde que l'évolution du personnage de Diana, ça marche pas du tout. Alors ça, je serais obligé de spoiler, mais voilà. Et surtout, le message que j'aurais eu, moi, avec la pierre, ça serait plutôt l'idée de faites un peu tous les trucs où il y a des souhaits, hein, c'est faites attention à ce que vous voulez. Et surtout, vous voulez ça, enfin vous croyez vouloir ça, et vous vous rendez pas forcément compte de ce que vous avez déjà. Pour moi, ça aurait été plutôt ça le message. Avec Maxwell Lord, par exemple, qui a un message qui est dire je veux plus, 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 plus. Et là, on aurait pu avoir un truc un peu raisonnable en disant vouloir plus que ce que tu as, c'est pas mauvais. Mais vouloir encore, 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 il y a un moment, il faut savoir s'arrêter en fait. C'est vouloir un peu plus que ce que tu as, vouloir progresser, vouloir un peu plus, oui, un peu plus d'argent. En plus, Maxwell Lord, il veut de l'argent pour son fils aussi. Donc, c'est pas mauvais ça, de vouloir de l'argent pour ta famille, pour tes proches et tout. Mais le problème, c'est à quel moment tu t'arrêtes. Maxwell Lord, c'est vraiment, c'est débridé, quoi. C'est mort, 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 mort. Et là, il y aurait pu avoir quelque chose, mais finalement, le message du film, ça devient un message caricatural de Maxwell Lord contre un message caricatural de Diana. Et le propos même du film, bah, je ne sais pas exactement ce qu'on a voulu me dire. J'arrive à y lire quelques trucs, mais je ne sais pas vraiment ce qu'on a voulu me dire, parce que la première séquence du film n'a rien à voir avec le message qu'on me présente, ou alors il faut vraiment torturer ce qu'on nous présente pour essayer à trouver un lien avec ça. Et bah, pas non plus vraiment avec la fin, surtout avec le message de Diana qui nous sort hein, la vérité est belle. Bon, quand tu regardes le film, tu dis finalement non, la vérité elle est pas si belle que ça. Voilà. En termes d'action, sinon, parce que film Espero, quand même, il y a quelques scènes d'action. Il y en a 4 globalement avec Diana. La première qui est catastrophique, je trouve. Les autres, ça va. La dernière, j'en ai parlé avec le combat final contre Cheetah, je trouve ça moche à souhait. Les deux intermédiaires, il y a une scène de course-poursuite qui est pas trop mal. Et il y a une autre scène dans la Maison Blanche qui est pas terrible non plus. Pour des raisons qui sont liées au pouvoir de Diana, et ça je serai obligé de spoiler pour le dire, mais voilà. Mais la séquence de course-poursuite, j'y arrive, pas trop mal. Après, elle se termine un peu en queue de poisson avec. Dans ce film, il y a souvent des gamins qui popent de nulle part et qui ne sont pas conscients du danger autour d'eux. Du coup, Diana doit les sauver. Et justement, la première séquence d'action, qui est après Diana qu'on aurait pu cutter, Diana gamine qu'on aurait pu cutter, c'est dans le centre commercial, dont il y a eu la pub. Alors, d'un point de vue histoire, elle sert strictement à rien. C'est vraiment une séquence pour présenter Diana, pour afficher le titre du film et tout. Il la rattache à l'histoire en mettant qu'en fait c'est dans ce centre commercial que la police a trouvé la pierre qui va être ensuite emmenée au musée. Mais on n'avait pas besoin de voir ça pour avoir la suite du film. Et c'est très cartoonesque. Honnêtement, la première scène de centre commercial, elle est très cartoonesque. Notamment, il y a un mec qui se prend un tacle et qui fait un salto dans les airs. Un tacle de Diana. Le mec, normalement, je pense qu'il a plus de jambes et il fait pas un salto dans les airs avant de tomber, quoi. Là, ça fait vraiment penser, je dis, le côté 80s. Et pareil, il y a une gamine qui est là sur place, qui bouge pas, alors qu'il y a un cambriolage de partout. On se demande même où sont ses parents ou quoi que ce soit. Diana la chope, tourne sur elle-même pour l'envoyer dans un ours en peluche. Ouais. Et la scène se termine. Diana utilise sa couronne ou son diadème pour casser des caméras. Donc il y a le côté j'essaie de garder mon identité secrète. Et à la fin, elle prend les mecs et elle les balance sur une bagnole de police. À l'extérieur du centre commercial. Ouais, le côté j'essaie d'être discrète, ça marche pas trop. Genre pas du tout en plus. Et même les mecs, tu dis le but c'est de les capturer vivants. Là, je pense que en vrai, si on mettait en vrai, vu leurs blessures, je suis à peu près sûr qu'il y en a quelques-uns qui meurent. Peut-être pas tous, mais ceux qui étaient en bas là quand elle les a attrapés, ceux qui étaient au contact de la bagnole quand ils sont tombés, je pense que eux sont morts. Pas sûr, mais s'ils sont pas morts, ils sont dans le coma, je pense, un truc comme ça. Donc voilà, c'est un détail, mais c'est sur le côté, c'est un cartoon. Donc forcément, la séquence fait très cartoonesque, je trouve. Et ça donne pas envie d'aller continuer le film. En plus, le titre aussi, Wonder Man qui s'affiche, ça fait un style un peu, j'ai l'air vieille VHS des années 80 ou un truc comme ça. Je sais pas trop comment le décrire, mais ah ouais, c'est pas un effet ultra classe en fait. Ça donne pas envie tellement d'aller beaucoup plus loin. Donc voilà, globalement c'est ça. Ensuite, je spoil un petit peu sur les pouvoirs de Diana. En soi, c'est pas trop dérangeant, mais il y a surtout un pouvoir qu'elle développe qui est assez,
je trouve assez dommageable pour la suite, c'est que maintenant elle a le pouvoir de tout rendre invisible. Puisque là aussi, alors là c'est très con, elle emmène Steve pour voler un avion, j'avoue que j'ai toujours pas compris comment elle entre. Parce qu'elle montre une carte de sécurité. Alors, c'est un musée de l'aviation, pourquoi elle a une carte de sécurité qui lui permet de rentrer? Est-ce qu'elle l'a prise à quelqu'un? Est-ce que j'ai raté un truc? Je sais pas. Et en tout cas, il pique l'avion, et là, Steve, lui, n'ayant pas été là pendant plus de 70 ans, ne sait pas qu'il y a une technologie de radar qui permet de détecter l'avion et de les poursuivre. Diana, elle, est au courant. D'ailleurs, c'est elle qui dit « Ah oui, au fait, je t'ai pas dit, il y a un radar. » Mais elle n'a pas de plan. Son plan, c'était d'entrer, de prendre l'avion et de décoller. C'était ça, son plan. Et là, d'un coup, elle se dit « Ah, au fait, je t'ai pas dit, au fait, j'ai un pouvoir pour rendre l'avion invisible. J'y avais pas pensé. C'était pas du tout mon plan, mais là, j'y pense d'un coup parce qu'on va se faire descendre dans les airs. » Ouais, enfin, d'accord. C'est vraiment le pouvoir qui sort de nulle part parce que ça arrange le scénario. Alors, ils essaient de faire un lien. Ah, c'est mon père, donc c'est Zeus qui a caché l'île. D'ailleurs, je sais pas s'ils ont dit que c'était. Ah, là, il faudrait voir le premier. Est-ce que c'était Zeus lui-même qui avait caché l'île? Je sais pas s'il l'avait dit. Mais bon, voilà, c'est le roi des dieux, c'est lui qui a caché l'île. Bon. Et elle rend l'avion invisible. Alors après, il y a une limitation à son pouvoir quand même, c'est qu'elle ne peut pas apparemment rendre l'objet visible derrière. Bon, mais quand même, par exemple, dans le combat dans la Justice League, elle aurait pu rendre le Flying Fox de Batman invisible. Ce qui aurait été très utile quand même pour aller affronter les hordes de Steppenwolf. C'est un détail, mais quand même, maintenant qu'elle a ce pouvoir, tu dis bah, pourquoi est-ce qu'elle l'utiliserait pas plus? Et aussi, elle vole. En soi, ça ne me dérange pas qu'elle vole, hein, pas de souci. Mais pareil, je ne l'ai pas vu l'utiliser avant. D'ailleurs, j'ai l'impression, elle vole en fait, elle utilise son lasso, un peu comme Thor utilise son marteau. J'ai l'impression qu'il utilise son lasso pour voler. Bon. Et je comprends l'idée. L'idée, c'est qu'elle s'est déchargée d'un poids et du coup, maintenant, elle développe la capacité de voler. On le sait dès la scène où elle pique l'avion avec Steve, parce qu'elle lui parle du fait que lui vole et qu'elle n'a jamais compris ça, et donc il lui parle des sensations. On sait qu'à un moment elle va voler. Je croyais qu'elle allait voler avec l'armure du Sagittaire, hein, c'est le chevalier d'or du Sagittaire, hein, il dit Asteria, mais c'est Aiolo, hein, on sait tous. Donc je pensais qu'elle allait voler avec l'armure d'Asteria là. Non, en fait, l'armure d'Asteria, on s'en fout complètement. Enfin, c'est là, mais on s'en fout complètement. J'ai l'impression que c'est pour suggérer qu'elle est un peu plus forte parce qu'elle a l'armure, mais on s'en fout complètement de cette armure. Bref, c'est là pour faire classe, hein, mais sinon c'est Osef. Mais je pensais que c'est ça qui lui permettrait de voler. Elle a des ailes, l'armure. On l'a jamais vu voler avant Diana. Donc ça aurait été logique qu'elle vole avec l'armure qui a des ailes, que l'armure est détruite au combat ou un truc comme ça, et que du coup elle peut plus voler derrière. Moi, il y aurait une logique là-dedans, mais non. Sinon, un pouvoir, je sais pas si elle a vraiment ce pouvoir, mais on a déjà une scène comme ça dans le premier film, on a une scène comme ça dans le deuxième film, de transformation de Diana. Où elle enlevait sa robe dans le premier, elle avait son armure. Là, elle est dans un taxi. Elle sort de la portière du taxi qui est en train de rouler et elle a son armure, alors qu'elle était habillée normalement. Est-ce que c'est un de ses pouvoirs magiques qu'elle peut mettre son armure sur commande? Il y a un truc bizarre là-dedans dans le traitement de ça. Dans le premier film, je trouvais que il manquait un cut en fait. Il aurait fallu la voir partir avec sa robe, cut, et on la voit en armure. Là, non, apparemment c'est un choix, c'est vraiment volontaire elle se transforme, elle peut mettre son armure par la force de sa volonté apparemment, je ne sais pas, parce que là on la voit même pas enlever ses vêtements. Donc elle est habillée normalement, et hop, elle a son armure. Ok, je sais pas, c'est ses pouvoirs magiques, mais c'est pas dit dans le film, donc il y a un souci quand même. Et pas le point le plus problématique honnêtement, parce qu'on peut l'oublier, hélas, il faut l'oublier. Le film il y a un paradoxe, c'est sur Steve. Steve n'est ressuscité que en tant qu'esprit dans le corps de quelqu'un d'autre. Alors que la pierre est capable de faire tout et n'importe quoi, mais elle ne le ressuscite pas. Elle le met dans le corps de quelqu'un d'autre. Je pense qu'ils ont voulu faire ça en fait, parce que le mec en question n'a pas de nom. Je crois qu'il l'appelle le Handsome Man, donc le beau mec. Je pense qu'ils ont voulu c'est une espèce de symbolique de Diana doit abandonner, enfin faire le deuil de son ancienne romance pour accepter une nouvelle vie amoureuse. J'ai l'impression que c'est ça qu'ils essaient de faire, puisqu'à la fin on revoit le beau mec dans une scène un peu cheesy avec Diana, où on imagine qu'ils vont peut-être avoir une relation tous les deux. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire en oubliant le côté pratique. Le côté pratique, c'est que Steve est dans le corps de quelqu'un d'autre. Du coup, le film essaie de nous le faire oublier, parce que le film nous montre ce quelqu'un d'autre avec le visage de Steve. Donc, pour avoir Chris Pine à l'écran, évidemment, mais aussi pour nous faire comprendre que c'est Steve et qu'on essaie d'oublier que c'est pas son corps. Sauf que le film nous rappelle aussi que c'est pas son corps.
notamment dans un miroir, il se regarde dans le miroir, il voit bien que c'est pas son visage. Diana voit bien que c'est pas son visage. Nous, en tant que spectateurs, on voit Steve Trevor, mais il n'y a que nous qui le voyons comme ça. Diana, elle l'imagine comme ça, et les autres le voient comme il est, pas comme Steve. Et en fait, avec cette scène où ils discutent, je me suis dit, à ce moment-là, comment ils vont traiter ça? Comment ils vont faire ça? Steve possède le corps de quelqu'un d'autre, donc ça pose un problème quand même. Et il faut essayer le type qui est possédé, il faut peut-être essayer de l'aider. Et puis je me suis dit, comment ils vont faire des relations? Steve et Diana, ils vont pas pouvoir avoir de relations physiques ou quoi que ce soit. Ah bah si, y a pas de souci, pas de souci, ils s'en vont en l'air juste après. Et Diana au réveil te dit, ah mon petit copain s'est réveillé dans le corps d'un mec que je connais pas du tout. Et ça t'a pas empêché de coucher avec quoi. Le mec, il est possédé, donc il est pas conscient de ses actes. Et en plus de ça, il l'emmène aussi en plein milieu de situations dangereuses, voire mortelles. Par exemple, quand ils sont allés piquer l'avion, il aurait pu mourir à ce moment-là. Il y a plein de séquences dans le film où il aurait pu mourir. Et ça les dérange pas une seule seconde. Et même Diana ne veut pas le libérer. Parce qu'elle veut garder Steve, sans penser une seule seconde au fait qu'il y a un mec qui lui est possédé. Et elle sait même pas, d'ailleurs, le mec est possédé, elle sait pas s'il est conscient de ce qui se passe ou pas en plus. Si ça se trouve, c'est l'enfer pour lui. Le film nous dit que non, il n'était pas conscient de ce qui se passait. C'est horrible en fait. Il y a des trucs. Et le film essaie de te le faire oublier en te mettant Steve, mais en même temps il te le rappelle à plusieurs reprises. Donc il y a un souci là-dedans dans l'écriture du truc. Surtout qu'ils auraient pu ramener Steve à la vie. Je pense vraiment, l'idée c'était cette symbolique de il faut faire le deuil de l'un pour avoir le nouveau. Je crois vraiment que c'était cette symbolique, mais ils n'ont pas réfléchi à comment ça marchait en vrai. Et surtout par rapport au message du film. Le message du film qui est il faut accepter la vérité. Qui en soi n'est pas un mauvais message, mais la façon dont le dit Diana, elle dit la vérité est belle. Alors que Diana, on voit que ça l'a torturée, vraiment. C'est une douleur horrible pour elle d'accepter la vérité, d'accepter la réalité. Plus que la vérité d'ailleurs, c'est la réalité. Parce qu'il parle de vérité, mais la pierre rend la chose réelle. Donc c'est la vérité. C'est pas la vérité qu'il faut accepter, c'est la réalité là en l'occurrence. Donc pour ça le message vérité, mensonge et tout, c'est très bizarre. Si à la limite la pierre avait créé des illusions, je pensais que ça serait ça. Puisqu'il y avait un message sur la vérité, je pensais que la pierre allait créer des illusions. En fait non, la pierre elle crée vraiment votre vœu et en échange elle vous prend ce qu'il y a de plus précieux. Et du coup c'est vraiment l'autre message qui est vous croyez vouloir ça et en fait vous allez vous rendre compte que vous perdez quelque chose d'encore plus précieux dont vous n'imaginiez pas la valeur. C'est vraiment ça le message qui aurait dû être transmis, mais ce n'est pas le message final. Le message final, c'est il faut accepter la vérité. La vérité est belle. Ce qui est absurde d'ailleurs, parce que la vérité est horrible. Et par exemple, pour nous justifier ça, c'est pour mettre fin au pouvoir de la pierre, qui d'ailleurs nous sont expliqués par un mec lambda, qui, comme par hasard, il le trouve, le mec est le descendant de prêtres mayas qui évidemment a un bouquin magique qui explique, enfin pas magique, mais il a un bouquin avec tous les secrets magiques quoi, qui explique comment fonctionne la pierre en détail. Ouais, c'est vraiment le truc des films d'horreur où il y a un Gus qui connaît tout sur la créature en question quoi. C'est vraiment ce genre de truc là, hein, de film surnaturel où il y a un Gus qui arrive dans le film et qui lui il sait tout sur tout. C'est un peu gros, mais bon. On n'est pas à ça près. Et à la fin du film, du coup, pour mettre fin à ça, il faut soit détruire la pierre, ce qu'ils ne peuvent pas faire parce que Maxwell Lord est devenu la pierre, soit il faut que tout le monde renonce à son vœu. Sauf qu'en fait, il y a une possibilité, ils ne veulent pas détruire la pierre parce que c'est Maxwell Lord. Et elle ne veut pas tuer quelqu'un. Bon, mais il suffit de faire le vœu que Maxwell Lord, que la pierre redevienne physique. Comme ça, ils détruisent la pierre. Ou même faire le vœu que la pierre soit détruite. Ou faire le vœu que, même encore plus con, tu fais le vœu que tout le monde renonce à ses vœux. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue logique avec ta pierre? Comment ça marche? Si tu fais le vœu que tout le monde renonce à ses vœux, comment ça marche là, au niveau de la logique de la pierre? Moi j'aurais bien fait ce genre de troll avec la pierre, mais bon, voir ce que ça donne. Par exemple, il y a un moment avec Steve, j'étais convaincu que Steve, il est seul avec Maxwell Lord, j'étais convaincu qu'il allait, s'il faut toucher Maxwell Lord, j'étais convaincu qu'il allait le prendre pour faire le vœu, que le vœu de Diana s'arrête. Parce que Diana, le vœu qu'elle a fait avec Steve, lui enlève peu à peu ses pouvoirs. Et j'étais convaincu qu'il allait se sacrifier en fait. Non, non, c'est pas ça du tout. Non, non. Ou même, il aurait pu être intelligent et faire le vœu que Maxwell Lord, que la pierre redevienne matérielle. Que le vœu de Maxwell Lord s'annule. Comme ça, la pierre redevient, il casse la pierre, c'est fini. Et non, à la fin, c'est Diana qui utilise son lasso pour se connecter à Maxwell Lord, qui a utilisé
les ondes radio envoyées à travers le monde par des satellites, dans les télés et tout, dans les postes de radio, ce qu'ils disent tous les trucs de télécommunication, donc dans les radios, dans les télés, etc. Parce que le président, quand il lui a présenté le truc, lui a dit que ça permettait de toucher tout le monde. Et là, Maxwell Lord s'est dit, toucher? Mais j'ai besoin de toucher les gens pour que la pierre marche. Et il y a même le président qui dit, non mais c'est juste une façon de parler, vous ne touchez pas physiquement, enfin c'est une façon de parler. Et à la fin, il l'utilise vraiment et ça marche. Sauf que si ça marche, en fait, il est physiquement dans une pièce face à tout le monde, il leur parle, ben, le son les touche, la lumière les touche, pourquoi ça marcherait pas aussi? Si ça marche à travers la télé, ça marcherait aussi à distance, quoi. Enfin, ça marcherait par le téléphone aussi à la rigueur, donc c'est complètement con en fait. Et pareil, en termes de pouvoir, il donne aussi des pouvoirs à Cheetah, sauf que normalement tu peux faire qu'un seul vœu. Comment ça marche? Barbara devient Cheetah, et c'est lui qui lui permet. Alors comment ça marche? Parce que quand il exauce le vœu de quelqu'un, c'est lui qui, étant la pierre, c'est lui qui choisit ce qu'il prend à la personne. Mais il ne peut pas prendre quelque chose à quelqu'un et le donner à Cheetah. Et en tout cas, même s'il devait le donner à Cheetah, pourquoi ça la transformerait en femme-chat? C'est absurde. Donc il y a un truc qui marche pas bien au niveau de la cohérence de la pierre là, à ce niveau-là. Enfin, Dinah utilise son lasso pour se connecter à Maxwell Lord et se connecter à tous ceux qui font des vœux. C'est ta gueule, c'est magique, ça marche comme ça. Bon. Parce que la télé est coupée, hein, donc là, à travers son esprit, elle réussit à contacter tout le monde, à travers les pouvoirs de la pierre, j'imagine, ou un truc comme ça. Bon, rien n'est expliqué, c'est ta gueule, c'est magique. Bon, elle réussit à pousser tout le monde à renoncer à ses vœux. Ce que j'arrive encore moins à croire que tout le reste dans le film. C'est vraiment le point que je n'arrive pas à croire dans le film. En plus, on t'insiste sur des personnages. Il y a un personnage, on insiste sur. Enfin, un personnage. Il y a une personne, on insiste. Il a fait le vœu qu'une femme qu'il connaît meurt. Mais en fait, c'est juste. Ils s'engueulaient tous les deux. Elle lui a dit un truc. Elle lui a dit, ah bah j'espère que tu vas crever. Et elle meurt. Et on te fait un plan sur lui comme si c'était un dilemme pour lui de renoncer à son vœu. Par contre, on te montre pas, par exemple, une famille qui aurait fait le vœu que son enfant mourant survive. On te le montre pas, ça. Ou une famille qui est en train de crever de faim, qui a fait le vœu de pouvoir manger à sa faim, par exemple. On te le montre pas, ça. On te montre le type qui a fait le vœu qui ait plus d'armes nucléaires, le type qui a fait le vœu de tuer quelqu'un, ça on te les montre. Mais des vœux qui vraiment auraient été pénibles à renoncer, ça on te les montre pas. On te montre que des vœux qui soit sont dangereux, violents pour les autres, soit des vœux qu'en fait on n'a pas vraiment voulu. Mais des vœux sincères et utiles, ça on te les montre pas. Par exemple, il y a personne qui a fait le vœu je veux la paix sur terre, quoi. Il y a personne qui a fait. Ils aussi, si tu exauces les vœux de tout le monde, normalement c'est vraiment le bordel total. Alors on te le montre un petit peu à un moment, mais je pense qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin. Parce que t'en as qui auraient fait le vœu je veux des armes nucléaires, t'en as qui auraient fait le vœu je veux qu'il n'y ait plus d'armes nucléaires sur Terre. T'en as qui auraient fait le vœu aussi je veux que tous les morts reviennent à la vie. Je sais pas moi. T'aurais quelqu'un qui aurait fait le vœu je veux que l'apocalypse ait lieu. Enfin, t'aurais pu vraiment faire un truc complètement dingue. Mais en même temps, eh ben non, ils veulent pas. C'est pas terrible, franchement. En même temps, avec cette histoire de pierre, et du moment où tu fais des vœux sur toute la planète, t'as baisé la continuité de toute façon de ton histoire, parce que dans les années 2000 et quelques, les gens ne sont pas au courant que ça a lieu, quoi. Donc normalement, t'as tellement modifié ton monde que ça devrait avoir un impact, mais un impact qui n'existe pas. Donc il y a un gros souci à ce niveau-là. Je pense qu'ils auraient pas dû faire un truc qui a lieu sur toute la planète, tout bêtement. Pour moi, ils auraient dû se concentrer sur Diana et la mythologie grecque. Pas forcément que grecque d'ailleurs, hein. Dans les comics on mélange un peu toutes les mythologies. Par exemple, Cheetah avec Circé. Ça aurait été je sais pas, plus logique. Circé en plus qui a le pouvoir de transformer en mi-homme, mi-animal. Cheetah et Circé ça marcherait très bien. Ou Médusa. Enfin, moi j'aurais vraiment mis des personnages mythologiques. Ou même par exemple Hercule. Parce que Hercule, dans la version de Georges Pérez, c'est Hercule qui a attaqué, réduit en esclavage et même violé les Amazones avant qu'elles s'enfuient grâce à Athéna. Ouais, c'est Athéna qui les a aidés, parce que il y a Artémis aussi, mais je crois que c'est Athéna elle-même qui est venue les aider. Bref, peu importe. Et on aurait pu faire vraiment un truc mythologique avec Diana, ou Diana qui part à la recherche des traces de son peuple, comme elle a fait dans certains des arcs. Où justement elle est sur Terre maintenant, bah elle cherche les traces de son peuple. Peut-être qu'elle essaie de rentrer à Themyscira, mais comme elle en est partie, elle aurait plus le droit de revenir. On aurait pu imaginer plein de trucs sur ce film pour ne pas avoir quelque chose à l'échelle planétaire. Par exemple, un combat mythologique sur une île grecque. Et du coup, c'est pas à l'échelle planétaire. En plus, dans les années 80, t'as pas les smartphones et tout, donc s'il se passe un événement à un point localisé, ça peut pas se répandre partout sur Terre, ça peut rester de la légende urbaine. Là, voilà. Alors, je sais pas si j'ai évoqué tous les points. Le film est
pas terrible. Franchement, c'est pas une merde sans nom, le film est pas terrible. Oui, il y a Cheetah, j'ai oublié. La transformation de Cheetah, je ne comprends pas. Je comprends la première étape du personnage qui dit je veux plus être invisible, je veux être comme Diana. Et du coup, elle gagne des pouvoirs. Alors, il y a un moment, il y a une séquence revanche où elle se fait agresser par un mec qui limite la viole. Et plus tard, le même mec qui s'est fait défoncer la gueule juste avant par Diana, il décide de revenir à la charge. Donc, bon, il se fait casser la gueule. Bah, il mérite. Et on essaie de nous faire comprendre à ce moment-là que elle devient trop violente. Alors certes, elle a été très violente, mais en même temps, le mec mérite quoi. Enfin, là pour le film te montre vraiment que le mec il a mérité. Donc c'est un peu, c'est aussi ça sur la question du message. Là par exemple, le message c'est elle devient trop violente, mais en même temps, tel que le film te le montre, le mec a mérité ce qui se prend dans la gueule. Et à la fin, il est vivant, il respire. Donc à la rigueur, si ça avait été encore plus violent, un cran au-dessus où vraiment il serait mort à la fin, pourquoi pas? Là vraiment, tu la vois devenir complètement dingue. Mais c'est pas vraiment ce qui se passe, donc bon. Et après, quand elle retrouve Maxwell Lord, cette fois, elle veut devenir le Apex Predator. Pourquoi? Et pourquoi Maxwell Lord dit j'aime ta façon de penser? Parce que du coup, elle veut réellement devenir une créature mi-homme, mi-animal, enfin mi-femme, mi-animal. Mais pourquoi? C'est limite si son vœu c'était de devenir je veux être encore plus puissante, je veux être la meilleure. Mais non, elle veut devenir un prédateur, donc elle devient un animal. Pourquoi? Ça vient d'où? Je ne comprends pas. Elle a déjà tous ces... Et aussi, elle a les pouvoirs de Diana. Du coup, à la fin du le combat final, elle l'électrocute. Enfin, elles se mettent toutes les deux dans l'eau. En fait, Diana l'emmène dans l'eau avec elle, alors qu'il y a un câble électrique. Et du coup, ça la sonne. Mais Diana, elle va bien. Sauf que, bah, elle a les pouvoirs de Diana. Et même plus maintenant qu'elle est devenue Cheetah. Et que, grâce à la pierre et Maxwell Lord, elle devrait être encore plus puissante. Donc, ce serait plutôt Diana qui devrait être inconsciente et pas Cheetah. Mais si, parce qu'il faut que le combat s'arrête. Bon, bah le combat s'arrête. À la rigueur, on peut expliquer par oui, mais c'est l'armure magique de Diana, enfin d'Asteria que porte Diana qui lui permet de résister à l'électricité, même si l'armure elle devrait conduire à l'électricité. Ou tu peux dire bah c'est la fille de Zeus, elle résiste à l'électricité. Ce qu'on avait vu dans le premier, je crois qu'elle résistait à la foudre. Ça n'a jamais été dit clairement, mais voilà, comme c'est la fille de Zeus, en même temps, Barbara a fait le souhait d'être comme Diana. Donc elle aussi, si Diana résistait à la foudre, elle aussi devrait résister à la foudre. C'est aussi le problème. Mais bon, voilà. Et puis Cheetah, on voit pas vraiment aussi le passage où elle renonce à son vœu. Ou alors j'ai raté un truc parce que j'en avais marre du film, mais je vois pas le passage où elle renonce à son vœu. Et Maxwell Lord, je vois pas le passage aussi où la pierre réapparaît. Donc je sais pas où est passée la pierre. Est-ce que c'est les cendres de la pierre qui sont reformées et du coup la pierre maintenant elle est dans la nature et elle peut reposer un problème à quelques moments que ce soit? Je sais pas, et on s'en fout, voilà. Le film était pas terrible. En plus, là, il sort pas au cinéma, donc ça a été un flop total de toute manière. Je sais que, voilà, apparemment, il s'est effondré un peu de partout, mais c'est normal. C'est pas une daube sans nom non plus, parce que je vois qu'il le défonce complètement. C'est pas une merde absolue, mais c'est franchement pas terrible. Le message est assez gênant, parce que, avec le côté Steve, par exemple, très gênant. En plus, on parle de la vérité à la fin. Alors, il y a des trucs très gênants dans ce film quand même. Au niveau de l'écriture, ça aurait pu être tellement mieux fait. Le message est mal réglé. Il y a plein de trucs qu'on aurait pu cutter pour en faire un film plus court. Parce que là, c'est 2h30, mais 2h30 où il se passe pas grand chose. Il y a pas mal de conneries. C'est. Sur Wonder Man, en plus, ça m'énerve parce que j'aurais aimé adorer ce film. Mais je ne peux pas, parce qu'il est franchement pas terrible. Après, c'est pas une merde absolue. Suicide Squad, pour moi, Suicide Squad, vraiment, j'en avais marre du film. Mais vraiment, enfin, le film m'énervait. Là, c'est juste, je m'ennuyais, j'avais envie d'aller faire autre chose. Et en plus, comme on le voit pas en salle, franchement, ça incite pas à le regarder au bout, hein, honnêtement. C'est pas avec ça qu'ils vont convaincre les gens à prendre HBO Max, hein, vraiment pas. Mais j'espère, avec HBO Max, j'espère la Justice League de Zack Snyder, j'espère qu'elle sera géniale. Parce que j'aime beaucoup ce que Zack Snyder a fait sur Batman v Superman. Man of Steel, j'aime bien. Batman v Superman, j'adore. J'espère vraiment que la Justice League de Zack Snyder sera à la hauteur. Parce que je veux que ce film marche. Mais là, Wonder Man, je voulais que ça marche. C'est pas bon. J'y peux rien. Là, la Justice League de Zack Snyder, pitié, faites que ça marche. Et puis les autres films à venir, je suis pas absolument convaincu. Je dis, pourquoi pas, mais je suis pas convaincu. Batman, c'est surtout le réal qui me donne envie. C'est Matt Reeves, hein, qui avait fait Les Planètes des Singes, que j'ai adoré aussi. Donc ça me donne quand même un petit peu envie. Suicide Squad, je sais pas du tout vraiment à quoi m'attendre.
pourquoi pas. James Gunn, je suis pas un fan absolu du Gardien de la Galaxie. Il a fait autre truc, James Gunn, hein. Je suis pas un fan absolu de ce qu'il fait, James Gunn. J'aime bien. Donc j'attends quand même de voir. Les images que j'ai vues me rassurent un petit peu. Donc voilà, après le Joker, je me dis voilà, le DC avait peut-être compris un peu sa leçon. Le Wonder Man te montre que bah finalement peut-être pas. En même temps, Warner pour le coup a pas mis ses mains là-dedans. Je pense que c'est Patty Jenkins hein, qu'ils ont un peu laissé plus libre que dans le premier et du coup c'est pas terrible. Je pense que c'est ça en fait, hélas, la réalité. Je sais pas, j'ai pas les dessous du truc, mais je crois que c'est ce qui s'est passé. Hein, c'est qu'elle était un peu plus libre, elle avait plus le contrôle du scénario et du coup c'est mal écrit parce que je retrouve des éléments qui étaient mauvais dans le premier. Par exemple, le méchant caricatural du premier là, le général qui était un nazi, hein, c'était assez ridicule. Le sous-méchant Lady Poison qui ne servait à rien, comme Cheetah dans ce film. Des éléments d'intrigue qui disparaissent un peu. Je me souviens le gros truc, c'est le destroyer qui arrive sur Themyscira, qui disparaît. Il envoie des chaloupes pour accoster Themyscira, et le destroyer, lui, avec ses canons et tout, qui aurait pu attaquer l'île, lui, il disparaît. Parce que c'est pratique pour le scénario. Donc, il y a quand même des éléments comme ça, et voilà. Donc je me dis qu'il y a un truc. Par contre, là, dans ce film, je vais pas tourner autour du pot, hein, voilà, j'ai donné mon avis. J'ai peut-être oublié des trucs au passage, c'est pas grave, ça en vaut pas le coup. Prenez soin de vous, et sur ce, au revoir.